problèmes de mes gestions sont liés à l'institutionnalisation d'un système de gestion personnalisé du parti. Donc il y a des lui au parti. Toutes les tâches sont concentrées sur sa seule personne. Secrétaire du parti, communicateur du parti, gestionnaire du parti. Le monde d'un système de gestion administrative institutionnalisé et professionnel du parti. Et c'est ce qui fait que le fonctionnement du parti laisse à désirer. Troisième groupe. Le point de gestion, absence d'une cellule de réflexion stratégique. Moi, quand je suis arrivé à l'UDPS, j'ai commencé d'abord par intégrer une cellule de réflexion qu'on appelait Cérébro. Toutes ces cellules n'existent plus. Donc, toutes les stratégies et toutes les anticipations des événements politiques sont faites par lui-même. Et parfois avec erreur. Beaucoup d'erreurs. Manque au niveau du parti d'une stratégie politique d'accompagnement et de soutien au chef de l'État. Nous n'avons pas cette stratégie. Vous savez, le chef de l'État est en train de connaître, comme je le dis, le moment difficile par rapport à la guerre à l'Est. Il fallait que notre parti puisse l'accompagner. Qu'il puisse sentir qu'il puisse sentir qu'il a ses frères et sœurs avec qui il a évolué depuis des années. Ils sont là à côté de lui en train de l'encourager. Mais nous ne faisons pas ça. Absence de leader IDPS dans beaucoup de territoires ici. C'est ce qui a fait que nous avons connu un problème très grave et très difficile pendant les élections pour la sélection de nos candidats députés. Comme je le dis, nous avons recouru à d'autres personnes qui sont venues à l'UDPS le même jour et qu'on a fixé sur la liste. Tout simplement, je vais aller vite, tout simplement parce que pendant les 5 ans passés, nous ne sommes pas planifiés, nous n'avons pas préparé les élections de 2023. Tout était improvisé. Moi qui vous parle maintenant, j'étais dans ma circonscription à l'intérieur. J'ai reçu, parce qu'on nous exigeait par la CENI le reçu de paiement de la caution, moi je l'ai reçu 2 heures avant la clôture. Et pourtant, la CENI avait donné une période de 3 semaines ou d'1 mois. Mais j'ai reçu cette facture de reçu à 2 heures avant la fermeture. L'UDPS et ce parti mosaïque n'ont pas pu avoir la majorité absolue au Parlement. Et personne ne se trompe. Si on avait atteint la majorité, on allait avoir la présidence de l'Assemblée nationale. On allait également avoir la présidence du Sénat. D'autres partis l'ont fait. Pourquoi pas nous? C'est tout simplement parce que j'ai appris qu'on vous chante 150 députés, 55 députés d'EPS, 55 députés de Mosaïque. Mais ce qui était important, UDPS viva! Ce qui était important, et je crois que si nous nous sommes préparés d'avance, pendant les 5 ans, on allait avoir plus de 250 députés. Et je vous rassure, avec cette réforme que nous allons commencer, nous aurons plus de 300 députés.
Manque d'accompagnement opérationnel de nos structures de base. Nos fédérations ne sont pas accompagnées. Nos sections ne sont pas accompagnées. Nos cellules ne sont pas accompagnées. Nos structures spécialisées ne sont pas accompagnées. Les fédérations sont abandonnées à leur triste sort. Il n'y a pas de communication entre le niveau national et les fédérations. Moi, j'ai été secrétaire général adjoint. Les fédéraux viennent me trouver pour se plaindre par rapport à ce problème-là. On peut envoyer une lettre ici sur le secrétaire général et ça sera pendant longtemps sans suite. Et les fédéraux peuvent venir ici à Kinshasa et ils ne sont pas réussis. L'implantation, il est suivant. L'implantation de notre parti dans le coin, les recoins de notre pays laisse à désirer. Quand vous allez à l'intérieur, je sais que vous êtes des Quinois, beaucoup d'entre vous ne voyagent pas à l'intérieur du pays, mais quand vous allez là-bas, ce grand parti de masse que notre père Etienne Tshisekedi a implanté partout. Dans certains villages, ce grand parti n'est connu que de nom maintenant. Aucune activité du parti, aucun représentant du parti, aucun drapeau, aucun insigne du parti. Tout simplement parce que le niveau national est mal organisé. L'incapacité de notre parti à résoudre les problèmes qui gangrènent certaines de nos fédérations. Les autres organes et structures spécialisées du parti, notamment la convention démocratique du parti et l'école du parti ne fonctionnent pas. Le clientélisme dans la nomination de membres du parti. Il y a une dame qui est venue me voir, qui n'était pas de l'UDPS. En 2021, au début. Elle dit voilà, il faut me parrainer parce que je voudrais intégrer l'UDPS. Je lui ai dit, je peux te parrainer, mais il faudrait rentrer à la cellule. C'est ce que je lui ai dit. Comme ça, tu viens me montrer ta carte, ton adhésion, comme ça, on pourra parler. Alors la dame fait sa publicité. Un jour, je vais sur le secrétaire général, j'arrive là-bas, je trouve la dame. Ah bon? Quelques mois après, la dame était nommée administratrice. Il y a des années. Et je n'ai pas compris pourquoi cette dame était nommée. Une dame qui n'a même pas fait une année au
parti. Ça, c'est un exemple. Jamais beaucoup. UDPS viva! Autre point. Permettez-moi de parler au Mali. Un autre point. Des guerres de positionnement entre les membres du parti. Vous êtes d'accord avec moi qu'à un moment donné, on voulait étouffer nos deux structures. Le Parlement debout. Oui. Le Parlement debout est la force du progrès. Beaucoup de membres de ces deux structures étaient poursuivis, visités par des brigands la nuit. Certains d'entre eux étaient même arrêtés. Makala. Vous comprenez? UDPS viva! Certains cadres du parti utilisent abusivement leur position et leurs relations personnelles avec la police ou avec la justice pour régler des comptes à d'autres membres du parti. Je n'ai pas parlé de moi. Mais permettez-moi parce que j'ai entendu beaucoup de combattants me critiquer dans les réseaux sociaux à cause de Covid. Aujourd'hui, je vais vous dire la vérité. Je ne voudrais pas le dire pour garder la cohésion du parti. Vous savez le jour comment éviter au parquet de la Cour de cassation. Mon avocat m'avait dit, la veille, il y avait déjà des histoires boutiquées pour qu'on t'arrête. Selon les informations de mon avocat. J'arrive au parquet, je me suis défendu. Et il était question, parce que je ne savais pas pourquoi on m'a convoqué au parquet, il était question que je rentre à la maison pour prendre les éléments de défense. C'est comme ça qu'on s'est entendu avec le magistrat. Les magistrats sortent, il fait un coup de fil, après il rentre pour me dire voilà, vous êtes sous map. Donc vous allez directement en prison en attendant le jugement. J'arrive à la prison. J'arrive à la prison. Le juge me suit à la prison. Et pendant le jugement, ils ont demandé au magistrat qui était là, pourquoi vous avez arrêté le docteur Eteni. Le magistrat dit voilà, on l'a arrêté. On n'a pas encore de preuves, parce que le juge voulait avoir des preuves. Pourquoi on l'a arrêté? On n'a pas encore de preuves, mais nous voulons le garder en prison. Le juge ont dit, vous ne pouvez pas vous amuser avec quelqu'un comme ça. Allez, Eteni, plante tes bagages, tu rentres à la maison. Et c'est comme ça que je suis sorti. Et pendant que j'étais en prison, il y avait un maître, celui de droits de l'homme, maître Kapia, qui connaissait bien mon dossier et qui m'a défendu. Et quand je suis sorti de la prison, je viens parler avec lui pour lui montrer des preuves. Il m'a dit voilà, je ne peux plus te défendre parce que j'ai reçu des coups de fil qui venaient de certains conseillers de la présidence. Et certains d'entre eux sont maintenant aujourd'hui ministres, qui m'ont dit voilà, il faut laisser ce monsieur-là, il est dangereux.
il faut qu'on l'arrête. Moi, je me suis dit, je suis dangereux. Comment? Depuis que je suis au parti, secrétaire général adjoint, je me suis chamaillé avec personne. Je suis d'un tempérament assez calme. Je ne parle pas beaucoup. Si vous me voyez parler aujourd'hui, c'est parce que nous n'avons pas. Alors, Maître Kabia m'avait dit, voilà, je connais bien ton dossier, mais les gens à la présidence m'ont appelé, certains conseillers. L'UGF aussi l'a appelé pour dire, voilà, il faut laisser qu'on arrête. Moi, je ne savais pas pourquoi. Alors, je me suis dit, je vais me débrouiller autrement. Je suis allé chez mon avocat et nous nous sommes mis à chercher des solutions pour qu'on se défende. D'abord, on ne voulait pas qu'on me juge parce que je suis resté comme ça pendant plus d'une année. On ne m'a pas appelé pour me juger. Et le jour qu'on m'a appelé, le magistrat, le juge était à 7. Et tout le monde était unanime que le docteur n'avait rien fait. Vous savez ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé un manquant de 15 000 $. De 15 000 $. Et ce 15 000 $ là, moi-même quand j'étais ministre, je savais celui qui avait volé ça. Il y avait un conseiller du FCC. Parce qu'à l'époque c'était FCC Cash. Mon vice-ministre avait amené, je crois que c'était 55% et 25%. Donc le FCC devrait amener 25% de conseillers et moi je devais amener 55% de conseillers. Donc dans le 25% de FCC, il y avait un conseiller qui était chargé pendant la Covid Non, il était chargé de la logistique. Donc c'est lui qui s'occupait des achats, ainsi de suite. On avait besoin, oui, il s'appelait Kalongé, il est condamné. Je cite son nom parce qu'il est condamné. Alors, il va à la FIMA. Comment est-ce qu'on appelle la FIMA? C'est Faro. Il s'attend avec les gens là-bas pour gonfler la facture. Donc c'était une facture normalement de 114 000 $ pour 3 ambulances. Lui, il a gonflé à 130 pour récupérer le 15 000 $ et quelque chose qui était resté. Alors, il vient avec la facture. Pendant la Covid, les banques ne fonctionnaient pas parce qu'on avait réduit les activités, le service minimum, et les banques ne fonctionnaient pas. On lui a remis l'argent pour aller acheter les 3 ambulances. Il est arrivé, il a donné 115 000 $ et il est resté avec le 15 000 $. Et après, quand j'étais ministre, j'ai appris ça. Certains de mes conseillers m'ont informé de ce vol. Moi, je l'ai dénoncé à la justice et on l'avait arrêté. Vous connaissez notre justice qui est souvent critiquée par le chef de l'État. Et quelques temps après, je ne sais pas ce qu'il a fait, parce qu'il y avait des preuves. Quelqu'un qui vous amène une facture pro forma, et vous avez fait des recherches, vous avez trouvé, la CFA vous a envoyé la vraie facture. Vous avez les 2 preuves là, mais malheureusement, on l'avait fait partir. Pourquoi? Parce qu'on voulait avoir la tête du ministre éteint. 15 000 $. Alors, il est sorti. Moi, on m'a appelé par les juges. Tous les 7 juges étaient unanimes que Etienne n'avait rien fait. Le seul grief qu'ils ont trouvé dans ce dossier-là, c'était le 15 000 $. Et parfois, je vous dis, il ne faut pas suivre les bruits qui se passent dans les réseaux sociaux. L'IGF, il est très fort dans les réseaux sociaux. S'il accuse quelqu'un, attendez que les juges l'appellent. Parce que moi, je suis ce qui se passe dernièrement ici. Donc, il faut être très prudent.
Moi, j'ai travaillé dans d'autres pays avec des services IGF là-bas. Je n'ai jamais vu un service comme ça, qui est toujours dans le réseau, qui accuse tout le gouvernement de détourneurs, qui accuse tout le monde de détourneurs. Moi, je n'ai jamais vu un comme ça. Il peut travailler, et moi, à mon avis, il peut travailler et après remettre les conclusions de son travail à la justice. Je sais que la loi lui permet de publier son rapport. Malheureusement, notre population pense ce rapport comme une vérité. C'est ça le problème. Et si maintenant, notre gouvernement, notre pouvoir est qualifié de détourneur, c'est à cause normalement de ça. À cause de ça. Tous ceux que vous attendez là ne sont pas des détourneurs. Il y a des fils et filles de ce pays qui travaillent avec amour de leur pays. Mais malheureusement, quand on parle de l'IGF, et c'est tout le monde qui en parle, et voilà des détourneurs, et ça, c'est une contre-propagande contre notre pouvoir. Et moi, je crois que les choses vont changer, et doivent changer. Je travaille dans d'autres pays, au Congo-Brazzaville, Niger, Côte d'Ivoire, Nigeria, il y a aussi des IGF, mais qui ne sont pas dans les réseaux sociaux comme on le voit. Donc, quand j'étais acquitté, parce que le juge, il y a même un qui a parlé à mon avocat pour lui demander est-ce que il y a des problèmes politiques avec vos gens là-bas. À l'époque, je n'avais pas compris. À l'époque, je n'avais pas compris. Mais quand j'étais acquitté, j'étais à la maison avec un ministre que je tais le nom et notre secrétaire général l'a appelé. Le ministre a dit voilà, je suis avec l'excellence Eteni dans sa maison, je suis venu lui rendre visite. Et le secrétaire général voulait me parler, le ministre m'a attendu le téléphone et lui-même m'a dit ceci, que voilà docteur Eteni, il y a des gens qui coûte que coûte ne voulaient pas que tu sortes de la prison, qui voulaient que tu sois condamné. Il m'a dit ça. Jusqu'à aujourd'hui, je ne connais pas ces gens-là. Je ne connais pas ces gens-là. Et un jour, j'étais chez un de mes petits, un cousin du président. Je suis allé lui rendre visite dans son bureau. Et quelqu'un, un conseiller du président, l'a appelé. Il l'a appelé. Et le cousin du président, là, souvent, il y a des gens qui ne veulent pas prendre le téléphone. Il y en a qui mettent la main libre. Alors, ces conseillers-là l'appellent. Et puis il dit, voilà, on se retrouve quelque part. Il dit, non, non, je suis avec Kouloutou et Teni. Dès que je termine, j'arrive. Il dit, ah, tu es avec ces vieux-là. D'ailleurs, on va l'arrêter bientôt. Ce vieux-là est dangereux, on va l'arrêter. Et mon petit a été gêné. Il était obligé de couper le téléphone. Il m'a demandé, qu'est-ce que tu as fait à ce conseiller? Moi, je dis, je ne connais pas ce conseiller, je ne l'ai jamais vu. On ne s'est jamais rencontré, on ne s'est jamais vu quelque part. Je ne connais pas ces noms-là. C'est la première fois d'ailleurs qu'il y a un conseiller comme ça. Et le petit a dit, et voilà donc les complots dans lesquels j'étais. Et heureusement, Dieu est vivant. Dieu est vivant. S'ils pensaient que je suis dangereux, si ces gens-là pensaient que je suis dangereux, parce qu'un jour, je vais me battre pour la réorganisation du parti, ce jour est arrivé. Ce jour est arrivé et je vous rassure que cette démarche ira jusqu'à la fin.
Voilà les recommandations pour revenir à notre texte. Voilà les recommandations que j'avais faites dans la lettre. Je propose l'organisation dans un plus bref délai d'un congrès du parti. Un congrès qui nous permettra d'examiner, de délibérer et de statuer sur toutes les questions et tous les problèmes soulevés liés à la mégestion du parti. La restructuration du parti et définir le mécanisme de fonctionnement d'une administration efficace pour une gestion participative et professionnelle. Mettre en place des stratégies de consolidation et de conservation du pouvoir après 2028. Parce que je vous assure que les gens ne pensent pas qu'après 2028, l'UDPS ne sera pas là. Si nous sommes en train de nous battre, c'est pour que l'UDPS soit présent après 2028. Définir des stratégies et des mécanismes d'accompagnement du chef de l'État dans ses efforts de mettre définitivement fin à la guerre et d'améliorer le bien-être des Congolais. Identifier des voies et moyens permettant d'établir une bonne collaboration entre le niveau national et les différentes fédérations en vue d'asseoir une implantation harmonieuse du parti. Redynamiser et restructurer les organes d'appui à la bonne marche du parti, tels que l'école du parti et la CDP, et créer une cellule stratégique de réflexion. Très bien, très bien. Également, envisager les cas échéants, la révision de certains articles de statut du parti en vue de son bon fonctionnement. Chers amis de la presse, voilà donc ce que nous revendiquons. Nous le faisons sans violence, en utilisant des moyens légitimes et statutaires. Et nous croyons fermement que la réforme de notre parti interviendra bientôt. Nous sommes plus que déterminés. Nous ne reculerons jamais. Dans les jours à venir, nous allons nous lancer dans les activités politiques de revendication. Je demande à nos fédérations, et à toutes nos représentations de l'extérieur de commencer déjà à faire des déclarations pour soutenir cette démarche pour la réorganisation de notre parti en attendant qu'on leur envoie le mémo qui sera rédigé le jour de notre grande rencontre à l'espace Sainte-Thérèse pour leur signature.
Que personne n'ait peur. Nous nous sommes déjà engagés dans un chemin de non-retour. Sur une route à sens unique. Nous sommes dans l'obligation absolue d'atteindre notre but. Cette fois-ci, nous sommes très déterminés à mettre définitivement fin à la mégestion de notre parti. C'est maintenant ou jamais. Ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Je demande à tous les membres du parti de nous rejoindre dans cette lutte noble qui va nous amener à la réforme historique de notre parti. Une lutte qui va redorer l'image ternie de notre parti. Une lutte qui va replacer l'UDPS sur l'échiquier international de partis politiques sérieux et dignes de ce nom, qui se battent pour le bien-être de leur population. Une lutte qui va surtout jeter des bases d'une administration professionnelle et efficace du parti pour que les générations à venir puissent hériter d'un parti fort et solide qui nous permettra de conserver le pouvoir des générations en génération. Je demande également, permettez-moi de le dire, je demande également à notre secrétaire général et son entourage je demande également à notre secrétaire général qui nous ont rejoints dans cette lutte de ne pas répondre aux injures et à toutes sortes de provocations dans les réseaux sociaux. Je vous demande soit de garder silence, soit de répondre avec
demain. Nous devons commencer à préparer sérieusement les élections à travers une planification de 5 ans. Nous devons former nos propres leaders UDPS dans chaque territoire et dans chaque commune. Leur donner des moyens, assurer leur formation par le code du parti, et en 2028, nous allons choisir parmi eux ceux qui vont nous représenter aux élections. Avant de clore mon propos, je voudrais profiter de cette occasion pour annoncer solennellement l'organisation d'une rencontre de grande envergure entre filles et fils d'UDPS à la place Sainte-Thérèse dans la commune de Ndjili. Nous invitons à cette rencontre tous les membres du parti présents à Kinshasa et ceux résidant à l'intérieur ou à l'étranger qui peuvent nous rejoindre à Kinshasa en vue de participer massivement à cette réunion des familles. J'invite donc à cette réunion tous les membres de l'exécutif, parce que parmi eux, il y a beaucoup qui sont contre la position qui se passe maintenant. J'invite tous les membres de la Ligue des jeunes. Tous les membres de CDP, tous les animateurs de l'école du parti, tous les fédéraux de Kinshasa et ceux de l'intérieur, tous les sectionnaires et cellulaires, tous les représentants de notre parti à l'étranger, tous les membres du mouvement associatif, tous les parlementaires debout, tous les combattants de la force du progrès. Le jour de cette rencontre, nous allons signer un mémo à adresser à notre autorité de référence. Et nous allons réclamer la tenue du congrès. J'exhorte donc nos jeunes de la force du progrès, nos jeunes, le Parlement debout, à ne pas s'élancer dans la violence. UDPS viva! Nous cherchons la réforme de notre parti par de moyens légaux et pacifiques. Néanmoins, je dis bien néanmoins, en attendant la tenue du congrès qui interviendra d'ailleurs bientôt, je demande la suspension de toutes les activités du parti à la permanence.
de l'exécutif du parti suspendent leur participation aux réunions de l'exécutif. Que tous les membres de la Ligue des femmes suspendent leur participation aux réunions de la Ligue des femmes. Que tous les membres de la Ligue des jeunes suspendent leur participation aux réunions de la Ligue des jeunes. Pour finir, j'exhorte tous les DG et tous les ministres recommandés par l'UDPS et tous les donateurs du parti à ne plus financer les individus. De ne plus financer des individus qui mettent leur contribution directement dans le caisse du parti. Nous avons besoin d'argent pour construire nos fédérations. Vous voyez dans quel état notre fédération se trouve, notre permanence. Donc nous avons besoin de construire nos permanences. Que les policiers et les administrateurs de la justice n'obéissent plus jamais aux ordres de certains individus qui font arrêter les combattants. Nous avons notre permanence. Et nous-mêmes, nous allons nous organiser pour garder la permanence. Que les policiers ne viennent plus à cercler notre permanence. Chers amis de la presse, pour clôturer, je demande à tous les combattants de l'UDPS de se préparer pour la tenue imminente du congrès.